Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier plusieurs mesures pour combattre le racisme dans la police. Il assure qu'on est passé à la tolérance zéro. Et on découvre qu'avant, il y avait une forme de tolérance. Non, mais c'était important de prendre des mesures face à un malaise qui s'exprime, qui s'est exprimé et qui sans doute va s'exprimer dans les jours qui viennent. Moi, je veux être très clair là-dessus. Vous parliez à l'instant des jeunes qui manifestent dans la rue. Les jeunes, ils aiment leur police. Et moi, je suis jeune, j'aime la police. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Il y a un malaise avec une partie de la jeunesse. On ne va pas le nier. Il y a un sentiment chez certains jeunes, quand on échange avec eux, qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures et qu'il y a une forme d'impunité face à des actes qu'ils considèrent qui sont inacceptables. Et donc, c'était important que Christophe Castaner dise très clairement les choses. Oui, il y a une tolérance zéro, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait une tolérance auparavant. Et oui, il y a des mesures qui sont prises pour lutter contre ces faits qui, évidemment, ne résument pas la police, qui sont les faits de quelques-uns, mais qui doivent être sanctionnés, qui doivent être condamnés si on ne veut pas que l'opprobre soit jeté sur l'ensemble de l'institution policière. C'est ça qui a été dit hier. Maintenant, évidemment, c'est une action au long cours, c'est une action qu'on va poursuivre sur la question de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre le racisme. Qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous ? Moi, je veux rappeler d'abord que cette question, elle est au cœur de l'engagement d'Emmanuel Macron. On est là sur la question des discriminations, de la lutte contre le racisme, au cœur de ce qui a fait son engagement et au cœur de notre action depuis 2017. On est le premier gouvernement à avoir commandé, à avoir organisé une opération massive de testing auprès de 40 grandes entreprises qui ont été tirées au sort pour observer leur processus de recrutement et regarder dans quelle mesure il y avait des discriminations à l'embauche et à mettre leur nom en ligne et à mettre leur nom publiquement. Sans doute que les entreprises, en tout cas vu la réaction qui a été la leur, ont repensé leur manière de recruter. D'ailleurs, on a lancé une deuxième vague de testing. Ouais. C'est un exemple qui montre que c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps avec des solutions inédites. Mais sans doute qu'il faut aller plus loin. C'est ce qui va être travaillé. Moi, je pense qu'il faut travailler avec les jeunes sur ces sujets-là. Sur quoi ? Comment est-ce que vous pourriez le faire dans les mois qui viennent ? Je pense qu'il y a la question de la formation qui est absolument essentielle. Christophe Castaner a commencé à en parler hier sur la formation des policiers, mais globalement dans les services publics. Puis tout ce qu'on peut faire aussi via l'école. Moi, je crois profondément au rôle de l'école en la matière. Alors, est-ce que vous aussi, vous rejetez le terme de violence policière ? Moi, j'ai toujours... les débats sémantiques, je vous avoue que je ne suis pas fan, mais j'ai toujours dit que derrière le terme de violence policière, il y a souvent l'idée que la police serait par principe violente et que l'institution policière donnerait lieu par principe à des violences gratuites. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Encore une fois, moi, j'aime la police. Je considère que la police est là pour nous protéger. Il peut y avoir des policiers violents gratuitement. Et c'est ça qu'il faut condamner, c'est ça qu'il faut identifier. Et c'est ce qu'a dit à nouveau Christophe Castaner hier. Donc les violences policières, ça n'existe pas ? Non, je n'ai pas dit ça. Il peut y avoir des policiers violents, il peut y avoir des policiers qui donnent lieu à des violences. Mais ce que je dis, c'est quand on parle des violences policières, on donne le sentiment que parce qu'un homme ou une femme met un uniforme de policier, il serait par principe violent avec les autres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand dans une république où les pouvoirs exécutifs a priori et judiciaires sont séparés, le président demande à la garde des Sceaux de se pencher, ce sont les mots qui ont été rapportés, sur le cas Adama Traoré. Qu'est-ce que ça veut dire, se pencher sur une affaire judiciaire en cours ? Ça veut dire que je crois que c'est une affaire qui est médiatisée, qui suscite de l'émotion depuis plusieurs années dans le pays. On voit que cette affaire a été beaucoup discutée et qu'il semble légitime que la garde des Sceaux qui puisse recevoir la famille, si elle le souhaite, pour échanger avec elle. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions que se pose la famille sur la manière dont est organisée la justice, sur les délais dans le cadre de cette affaire. C'est évidemment pas pour intervenir dans la procédure judiciaire, mais en tout cas pour répondre aux questions qui sont posées sur le fonctionnement de la justice. Angela Merkel a dénoncé le meurtre de George Floyd et déploré le racisme de la société américaine. Boris Johnson s'est exprimé, Justin Trudeau s'est exprimé. Pourquoi Emmanuel Macron ne s'exprime pas sur ce sujet-là ? Je disais à l'instant que cette question, elle est au cœur de l'engagement d'Emmanuel Macron. Elle est dans son ADN, la question de la lutte contre les discriminations C'est le moment de le dire, et la lutte contre le racisme. Et je pense qu'il aura l'occasion de le dire très rapidement. Dans les prochains jours ? Très rapidement. Est-ce que vous craignez une contagion ? On l'a beaucoup entendu ces derniers jours. À votre place hier, il y avait Ségolène Royal qui nous expliquait qu'elle craignait une contagion entre deux colères, celle des Gilets jaunes et celle de ce mouvement de contestation qui se répand partout en Europe. Moi, vous savez, je fais la part des choses et surtout, je pense que résumer des mobilisations en expliquant que c'est simplement une espèce de colère aveugle et sourde, je pense que c'est pas servir ces mobilisations. Les jeunes qui vont dans la rue, ils descendent pas dans la rue en disant on est en colère tout simplement. Ils descendent dans la rue en vous disant des choses très concrètes. Alors il y a des mots d'ordre différents. Il y a des jeunes qui descendent pour la question des discriminations, d'autres pour la question de la police, mais
ils demandent qu'on agisse sur ces enjeux-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Vous travaillez sur un plan de soutien à la jeunesse qui devrait être présenté fin juin. Combien de jeunes, selon vous, peuvent se retrouver dans une situation de grande détresse à la rentrée, puisqu'on se projette tous les uns les autres sur une rentrée sociale extrêmement difficile et on a une génération qui va sortir de ses études et qui n'aura, en tout cas, qui aura du mal à trouver un emploi? Il y a une génération qui a peur d'être sacrifiée. Et derrière, il y a des parents, des grands-parents qui ont peur que la génération de leurs enfants, de leurs petits-enfants soit sacrifiée. Et moi, le message que je veux faire passer, c'est qu'il n'y aura pas de génération sacrifiée. Et toutes les mesures qu'on est en train de prendre et de préparer visent à faire en sorte que tous les jeunes trouvent qu'on trouve à tous les jeunes un moyen de s'insérer dans la formation et dans l'emploi. Si vous vous demandiez combien de jeunes, un exemple. Il y a 700 000 jeunes qui doivent rentrer sur le marché du travail cette année. On sait qu'en temps normal, ça prend déjà un moment pour les jeunes de trouver leur premier emploi. En moyenne, je crois que c'est entre 5 et 8 mois. Là, ça sera sans doute un peu plus difficile. Et donc, toute la question, c'est qu'est-ce que nous proposons à ces jeunes comme un temps utile et formateur dans l'attente de trouver un emploi. Et c'est ce sur quoi je travaille avec Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire. Justement, dans de telles circonstances, est-ce que vous pensez sincèrement que l'on peut, dans un tel contexte, durcir les règles d'indemnisation? Plusieurs syndicats réclament l'annulation de la réforme de l'assurance chômage, dont le deuxième volet a été reporté au 1er septembre. Sincèrement, Gabriel Attal? Moi, je pense qu'elle peut être adaptée. Je sais qu'il y a des inquiétudes très fortes, notamment pour les jeunes et pour les jeunes saisonniers, par exemple. Et je pense que c'est une réforme, moi, que je soutiens dans ses principes, qui a été prise à un moment où on voit l'économie repartait très fort. Regardez les chiffres du chômage juste avant ce confinement. Et c'est une réforme qui vise à inciter au retour à l'emploi. On voit là qu'on est dans un moment de crise économique et sociale, et sans doute il faudra l'adapter dans ses règles pour faire en sorte qu'elle ne pénalise personne injustement. Alors il y aura une réunion sans doute un peu houleuse aujourd'hui à 10h30, celle de la réunion de groupe La République En Marche. On va parler d'une note du président du groupe LAREM, qui s'appelle Gilles Legendre, à l'Assemblée, dans laquelle il fait son remaniement. Alors il vire Édouard Philippe, il considère qu'aucun député au sein du groupe n'est crédible pour entrer au gouvernement. Évidemment, cette note ne passe pas. Est-ce que vous pensez que Gilles Legendre peut rester le chef de la majorité à l'Assemblée? Et est-ce que vous reconnaissez au moins que cette note est assez maladroite? Alors, deux choses. D'abord, que le président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, qui est un des piliers de la majorité, écrive des notes, des messages au président de la République, ça ne me choque pas. Ce qui est un peu choquant, c'est que quand il lui écrit un message, celui-ci se retrouve, je ne sais pas comment, dans la presse. Et moi, je trouve ces méthodes tellement inacceptables que je n'ai pas envie de commenter ce qu'il y a dans cette note. Même quand il sacrifie le chef de la majorité? Mais je considère que quelque chose qui est du ressort privé et qui est de la correspondance privée qui se retrouve sur la place publique, par principe, ne doit pas être commenté. Quelle leçon faut-il en tirer, quand même? La leçon qu'il faut en tirer, c'est que Gilles Legendre est président de groupe, que moi je ne suis pas député. Vous me demandez s'il peut rester président de groupe. Je ne suis pas député. Il va avoir cette réunion avec les parlementaires de la majorité. C'est ensemble qu'ils vont échanger. 3 groupes créés à l'Assemblée nationale. La République En Marche a perdu sa majorité absolue, 314 députés. C'est ce qu'il y avait. Il y en a aujourd'hui 281. Pourquoi la majorité se retrouve aujourd'hui dans une telle situation, un émiettement? Vous dites je ne suis pas député. Vous l'avez été. Vous connaissez très bien cette majorité. Vous êtes issu de la génération Macron. Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Je ne vais pas vous faire de la langue de bois. Caroline Roux, la majorité, elle a connu des jours meilleurs. Et elle en connaîtra d'autres, sans doute. On voit bien que on est dans un moment charnière. Il y a des élections municipales qui sont difficiles pour la majorité, mais on le savait, puisque par définition, c'est la première fois qu'En Marche se frotte à cette élection. Et puis, il y a un moment de crise dans le pays, une crise sanitaire, une crise économique inédite aussi. Et forcément, ça pousse chacun d'entre nous à vouloir se réinventer, poser des questions, faire des propositions. Certains ont choisi de le faire en créant leur groupe. Je vais vous dire, moi, ce qui m'importe, et je pense ce qui importe aux Français, c'est est-ce que le président de la République peut agir? Est-ce qu'il a une majorité qui lui permet d'agir? Quand il prend une décision, quand il fait une proposition, est-ce qu'il a une majorité solide qui permet que l'Assemblée nationale adopte ses propositions? Et la réponse est oui. Et elle continuera à être oui, parce que moi, ce que je ressens à l'Assemblée, y compris chez des députés qui ont quitté le groupe La République En Marche, c'est un soutien sans faille au président de la République, et c'est ça qui est important. C'était pas la langue de bois, ça? Non, puisque je vous ai dit qu'il pouvait y avoir quelques turbulences. Je vous taquine, Gabriel Attal. Je vous taquine. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin.